Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Nouvel épisode consacré au championnat français élite masculin qui voyait donc sa dernière journée. La Nationale 1, il ne reste plus que 2 journées pour déterminer le champion de France et les équipes qui pourront monter en élite, même si tout semble déjà pratiquement joué. Et enfin, le championnat élite féminin, en revenant sur l'avant-dernière journée, et la clôture du championnat élite féminin qui aura lieu le week-end prochain. Allez, c'est parti! Nouvel épisode consacré à la dernière journée du championnat élite pour commencer, qui détermine le classement quasi-final, puisqu'on connaît les demi-finales et on en parlera un petit peu plus tard, le classement 5 et 6, puisque ça occasionnera un match aller-retour. Pour commencer, parlons du match Marseille-Montpellier. Frédéric, tu veux commencer ? Marseille-Montpellier, un petit match un peu... Donc, qui clôturait la saison. On rappelle quand même que Marseille a une échéance capitale mercredi pour ce déplacement à Split en Coupe d'Europe. Marseille a pris le match par le bon bout, a créé un écart significatif puisque mené 6-1 fin de première. Et puis, ils ont eu une espèce de blackout de 2 périodes où Montpellier a serré le jeu, a proposé une autre défense. Marseille n'a pas su... alors intégrer des jeunes puisque c'était l'occasion de le faire et donc a fait pas mal tourner. Mais Marseille a déjoué, s'est empêtré dans cette défense pour voir Montpellier revenir à 10-9 quand même. Donc faut le souligner, c'est assez rare de mener 6-1 à la maison et d'avoir un début de match facile. Et puis tu vois pas forcément le danger arriver. L'équipe adverse marque un ou deux petits buts qui les remettent en selle. Et puis il y avait 10-9 avant que Marseille se réveille à nouveau, mette un coup de collier. Et puis le match donc qui finit à 16-11. Un bon début de match, une bonne fin de match de Marseille et puis une tranche de 2 périodes et quelques au milieu qui restera pas dans les annales. Au même titre que Marseille avait, je pense, la tête quand ils sont allés à Strasbourg, ils avaient la tête contre Belgrade. Là, ils ont encore un peu plus la tête à Split. Ce match-là contre Montpellier leur apportait rien. Ils étaient déjà assurés de la première place à la fin de la phase régulière. Il fallait pas de blessés, pas de bobos, parce que ça aurait été un petit peu dommage. Donc c'est difficile de jouer les matchs sans le stimuli de la perf et de la défaite. Écoute, ils ont expédié ce qu'il y avait à faire et puis ils vont se tourner dès à présent vers Split. Un match un petit peu effectivement déjà sans enjeu, surtout pour Marseille, plutôt pour Montpellier qui devait conserver, qui souhaitait conserver cette 4e place, puisqu'en cas de victoire sétoise, ils auraient été exclus du top 4. Dans ce match, on peut noter quand même la présence de Garcia, qui avait été aussi présent en Coupe de France, et Montpellier avait fait un bon match lors de la Coupe de France contre Marseille. Et donc Garcia assez solide dans son but, bon à part un peu la première période, mais qui a bien joué dans ce match et qui sera peut-être le numéro 1 l'année prochaine, puisque des rumeurs peut-être encore à confirmer, puisqu'il y a plusieurs sources sur les réseaux sociaux, que Andrich quitterait Montpellier pour retourner à la maison au Jadran Erceg-Novi. Donc à voir, est-ce qu'il prendra la première place ou pas l'année prochaine, mais en tout cas, il a été très solide dans sa cage. Il a été solide en Coupe de France, puisqu'on rappelle comme que Marseille avait gagné que d'un but contre Montpellier. Il a été très solide dans le match hier en faisant des arrêts pas faciles à faire et qu'il a bien réalisé. Donc Lazare Andrich étant donné partant, je pense que Fabien lui donnera les clés l'année prochaine de la cage, et un gardien que je découvre et que j'ai trouvé très intéressant. De l'autre côté, Tesanovic, moi j'ai trouvé un peu l'image de son équipe, très appliqué, beaucoup de sérénité dégagée sur la première période. Après, ça s'est un peu délité. Bon, on avait quand même les absences de Pierre-Frédéric Van Peperstraat plus Spajic et Anguial qui étaient au repos, remplacés par des jeunes Ondo Metogo, De Rivières, Lena notamment. Ouais, mais Christophe, Spajic et Anguial, c'est pas qu'ils sont absents, c'est que ils font partie du turnover. Et t'as le droit qu'à 4 étrangers en championnat. Donc c'est pas qu'ils sont absents, c'est qu'il faut choisir 4 étrangers. En Coupe d'Europe, t'as le droit à un nombre illimité, mais Anguial, il a toujours il avait son truc au doigt. Archak est pas rentré parce que le score à un moment donné a fait que
Miloš a décidé de garder son effectif au complet parce que ça commençait à sentir un petit peu le roussi. Puis après, oui, c'est un choix de rotation d'étrangers. Ouais, complètement. Et on avait le retour de Andrea Denardi qui a joué avec un masque. Ouais. Voilà, qui devait reprendre un peu de rythme puisque ça faisait quelques semaines qu'il n'avait pas joué. Moi, ce que j'ai noté dans ce match, on sentait, tu l'as dit, ils ont la tête. On sait que c'est un match décisif qui les attend ce mercredi en Croatie. Un peu un manque d'envie, ça s'est vraiment ressenti sur le match, même s'ils ont été bien appliqués au premier quart-temps, mais voilà, quand tu mets 6-1, il n'y avait pas de solution côté montpelliérain, après ils se sont un peu relâchés et Montpellier en a bien profité, et ce qui a fait ce match serré, et même si Marseille s'est ressaisi grâce à ses cadres en fin de match, ça donne un 16-11, mais ce qui devait arriver est arrivé, et juste un faux rythme dans ce match, et quand même 3 périodes qui se finissent à 10-10, puisque la différence se fait sur la première période. Ouais, exactement. Écoute, Marseille a assuré l'essentiel. On leur souhaite évidemment d'aller finaliser l'affaire en Croatie mercredi. Ils ont les cartes. Je pense que voilà, ce match-là, il est pas riche d'enseignements par rapport à la perf qu'ils doivent faire mercredi. C'est un match je vais pas dire de préparation, mais presque. Donc écoute, on leur souhaite tout le meilleur pour mercredi. Ouais, on souhaite la même réaction que lorsqu'ils avaient perdu contre Strasbourg. Deuxième match de cette soirée, Sète qui recevait Aix-en-Provence. Donc là, petit match à enjeu, puisque Sète, en cas de victoire, pouvait intégrer le top 4, et le Pays d'Aix, en cas de défaite, pouvait se retrouver troisième, et si match d'appui il y a, le match d'appui donc aurait lieu à Strasbourg, puisque Strasbourg, on y reviendra, a gagné facilement. Du coup, on aurait inversé les places, et ce match d'appui qui peut être décisif, forcément, là c'est Aix qui conserve cet avantage, puisqu'il s'impose dans l'Hérault 16-9, dans un match assez fermé pendant 2 périodes, puisqu'on a 6-5 à la mi-temps. Aix a bien repris les choses en main dès l'entame de la 3e période, grâce sur ce match, à un très bon Enzo Katz, un très bon Watanabe aussi, qui finit meilleur buteur de la phase régulière du championnat de France. Une fin de match où les deux équipes ont un peu ouvert le banc, un petit peu comme on dit des fois en basket, sur un peu la fin de match, où le score était fait et les équipes n'avaient plus rien à jouer, c'était décidé. Frédéric. Ouais, Christophe, ce championnat à 8 nous permet d'avoir des matchs en fin de championnat qui servent encore à quelque chose, puisque un championnat serré comme ça permet à tout le monde de jouer quelque chose. Tu as bien résumé la situation. Aix se devait de conserver sa 2e place pour avoir l'éventuel match d'appui à la maison. Et puis, Sète devait espérer un faux pas de Montpellier à Marseille, ce qui paraissait assez logique, et de l'emporter face à Aix pour pouvoir intégrer le top 4. Puis, écoute, après un début de match serré, puisque les équipes ont viré à 6-5 fin de 2e, Aix inflige un 10-4 en 2 périodes, les 2 dernières périodes à 7, dans un froid un peu polaire. On a vu la piscine un peu ouverte aux 4 vents, avec, je crois même qu'il y a eu de la pluie à un moment donné. On voyait les palmiers sur la droite de la diffusion. Très bonne diffusion, je souligne, à 7, avec des très bons commentaires des 2 personnes qui commentent, et puis avec une belle image. Mais on voyait tout le monde emmitouflé, et puis beaucoup de vent. Et puis écoute, Aix a fait respecter la hiérarchie, comme tu l'as dit, avec la doublette Watanabe-Katz qui a crucifié un petit peu les espoirs sétois. Mathieu Fournier a changé de gardien à un moment donné, a remis Rossi à la place de Joubert. Il a essayé de trouver une formule, mais qui a pas fonctionné, parce que Aix s'est accroché à ce match qui était très important pour eux. Et puis voilà, le score est assez lourd quand même, parce qu'on finit à 16-9, une copie propre rendue par les Aixois, toujours privés de Mathieu Pesson, qui récupéreront pour les playoffs. C'est à souligner quand même. Et puis voilà, un match sans histoire, j'allais dire. Oui, pour la petite histoire, effectivement, c'était le retour de Rossi, qui est rentré en 4e période. Donc ça faisait plusieurs matchs qu'il était blessé et qu'il ne jouait pas. Malgré effectivement l'ampleur du score à Anthony Joubert, qui a pas démérité dans son but. On a pu voir quelques jolis buts dans ce match, notamment un joli revers de Enzo Katz en pointe. Sète qui finit effectivement privé de son capitaine et artilleur Do Carmo,
qui finit avec 3 exclusions plus un carton rouge. On y reviendra, mais qui risque donc de ne pas jouer au moins le prochain match contre Reims, puisque du coup la suspension est un match direct. Après, comme je l'ai dit, les équipes ont un peu fait tourner, ont donné du temps de jeu à des jeunes ou en tout cas des joueurs qui en avaient moins, et ce qui a occasionné voilà une fin de match pas très belle à voir, mais petit, j'ai pas pour habitude de le faire, mais on parle un peu des règles du règlement, etc. Et là, l'arbitrage par moment était un petit peu incompréhensible. Hein. Ça favorisait aucune des équipes. Des pénaltys qui cette fois-ci auraient pu être sifflés, en tout cas dans des matchs précédents qu'on avait pu voir, qui n'étaient pas sifflés, et inversement. Donc bon voilà, des petites décisions un peu compliquées. Mais tu sais, je vais me faire l'avocat des arbitres. Je pense que quand tu as arbitré 15 ans ou 20 ans avec les règles d'avant, et que tout d'un coup, les arbitres sont obligés de respecter les règles qu'on leur propose, tout d'un coup, tu es obligé de changer ton arbitrage, comme pour les joueurs, hein, s'il y a un temps d'adaptation, et t'es contraint, je pense que ça doit ennuyer certains de filer des pénaltys qu'avant même pas il y aurait eu faute. Donc ça crée cette espèce de complication et de confusion dans l'arbitrage. Je sais pas si tu as vu le post d'Andrea Perlenovic, qui a mis 3 photos de matchs de water polo avec des tribunes, alors j'ai pas les dates exactes, hein, mais avec des tribunes archi pleines, je crois que c'est 2015, un truc comme ça, des tribunes encore pleines en 2020, et des tribunes, je crois que c'est pour la finale de la Coupe du Monde au Monténégro, quasiment vides en 2025, en mettant, voilà, est-ce que les nouvelles règles ne font pas, alors c'est un peu paradoxal parce qu'on a parlé assez souvent que Marseille remplissait la piscine, mais ça c'est plus l'aspect, j'allais dire, aux supporters. Mais est-ce que les gens se désintéressent pas un petit peu du polo par rapport aux règles? Moi, je t'avoue que il y a des situations qui m'horripilent parce que pour moi c'est plus du water polo. Et donc même tu vois Perlenovic, et je pense que c'est relayé par d'autres, Igor Milanovic, j'en avais parlé, avait dit aussi que lui, voir un match qui se termine à 17-15, c'est pas forcément un spectacle plus intéressant qu'un match qui se termine à 9-8, et ces règles n'apportent pas grand chose, et je pense ne facilitent pas la tâche des arbitres. S'il y avait un retour en arrière, je trouve que ce serait pas mal pour notre sport. C'est mon avis. Mais on verra avec le débat effectivement lancé autour des nouvelles règles qui étaient appliquées pendant la Coupe du Monde. Et t'as vu aussi que j'avais parlé la dernière fois d'un problème de marketing en disant que les instances ne savaient pas quoi faire du produit qu'elles avaient entre leurs mains, essayer de l'habiller, de le maquiller avec des règles pour le rendre commerciable. Et t'as vu qu'il y a un truc qui sort aussi sur et si Red Bull prenait en charge le marketing du water polo. Ils se sont intéressés à du plongeon de haut vol qui n'intéressait personne, et puis finalement on s'aperçoit que ça fonctionne, et ils vont vers ces niches, un peu vers ces sports de niche. Et je pense que le vrai problème du polo, c'est un problème de marketing, rendre visible notre discipline, visible et lisible notre discipline, et au lieu de changer encore des choses qui servent à rien, quoi, en fait. Ça a été relayé, je l'ai relayé sur nos réseaux sociaux. Effectivement, je trouvais que le débat autour de ce marketing-là était intéressant. Je te propose donc de passer au 3e match de cette soirée qui voyait opposer Taverny à Reims. Donc là, plus d'enjeux pour Reims que pour Taverny, puisque Taverny jouait surtout pour ne pas finir dernier. C'est quand même un enjeu, hein. Oui. De pas être dernier du championnat, c'est quand même c'est toujours bien de pas finir avec la cuillère de bois. Donc il y avait un enjeu pour les deux équipes. Oui, mais bon, sachant que les équipes descendent pas, l'enjeu est quand même plus faible. Contrairement à Reims, qui joue sa survie à plusieurs niveaux et qui s'impose après avoir quand même mis un 7-0 à cheval sur 2 périodes en 3e et 4e période, et qui du coup a complètement refroidi l'ambiance et les velléités des tabernaciens dans ce match, qui se sont beaucoup appuyés sur Laurentos, qui finit je crois avec 7 buts, mais il a été un peu tout seul, et voilà, les arbitres qui ont pas mal sanctionné en début de match, mais au final pas plus d'exclusions que d'habitude. Les équipes après se sont calmées, il y a eu pas mal de tensions au début. Guérin qui finit pas le match, ça lui arrive assez régulièrement il me semble, voilà, qui je crois en début de 4e n'a pas pu accompagner son équipe. C'était un match pour moi quand même, je vais pas dire capital pour les deux équipes, mais
Mais c'est toujours bien de pas finir dernier du championnat. Taverny a fini dernier l'année dernière. Et donc, si tu finis pas dernier cette année, c'est quand même malgré tout une progression. C'est une marge de gagner. Reims jouait quelque chose d'assez historique puisque une victoire couplée à une défaite de 7 contre Aix leur permettait d'accrocher la 5e place, qui est, alors j'ai pas tout l'historique du Stade de Reims natation en tête, mais qui à mon avis est le meilleur classement qu'ils aient jamais eu, je crois, et puis qui était synonyme de qualification européenne. On va revenir après sur la spécificité de Reims, mais c'était quand même pour eux quelque chose de super important. Et puis dans un match serré, Reims a mis un coup de collier définitif dans la 3e en gagnant 6-1 à cette période. Et puis s'est détaché 13-8, 14-8. A vu Taverny revenir quand même jusqu'à 14-12, mais le temps imparti ne leur permet peut-être pas de recoller. Et donc Reims fait tu sais, à part Marseille, donc quand il y avait 14-8, à part Marseille qui s'est imposé à Taverny assez facilement, Aix a galéré, Sète a galéré, Strasbourg a galéré, Nice a perdu. J'ai plus Montpellier, je crois qu'ils se sont imposés, mais tout le monde a eu de grosses difficultés à aller gagner à Taverny. Et Reims, qui menait 14-8 à pas hyper longtemps de la fin, a fait quand même un super match parce que peu d'équipes ont fait ce match-là à Taverny. Oui, il y avait une grosse envie des joueurs rémois, pour ce qu'on avait déjà évoqué avec Nicolas Missy, hein, donc Reims qui est en difficulté et qui va lutter pour sa survie, puisque pour l'instant, on va dire, ils attendent des réponses de la ville concernant leurs subventions et voir s'ils peuvent repartir donc en élite l'année prochaine avec le même effectif. Et du coup, pour anticiper un peu cette attente, chose inédite, ils ont lancé une cagnotte de crowdfunding sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on mettra le lien dans la description de l'épisode si vous voulez accompagner le club de Reims. Donc, pour une demande de 150 000 € pour pouvoir continuer en élite. Donc, on leur souhaite qu'ils puissent réunir cette somme-là pour pas encore avoir un nouveau club sur le bas-côté et pouvoir maintenir le championnat. Donc, on y reviendra un petit peu après aussi, mais sur la Nationale 1, avec potentiellement 2 clubs qui devraient rejoindre l'élite et peut-être nous faire donc un championnat à 10, ce qui sera toujours plus intéressant. Si vous avez envie de soutenir le club de Reims, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description ou sur tous vos réseaux sociaux. Vous pourrez trouver facilement cette information et aider les joueurs rémois à repartir la saison prochaine. Ouais, écoute Christophe, il y a plusieurs choses à dire à ce sujet-là. D'abord, donc je salue à nouveau la formidable saison réalisée par Reims, une saison historique avec un effectif qui n'était pas forcément destiné à faire un top 5 au début du championnat. Reims qui a été très solide à la maison en prenant des points un peu, je vais pas dire inespérés, mais des résultats en tout cas très probants. On en est quand même malgré tout là à devoir aller chercher 150 000 €. C'est pas rien quand même. Et puis écoute, tu sais, quand t'es dos au mur, des fois, que ce soit dans le sport ou dans la vie, tu trouves des idées, des ressources que t'as pas forcément quand t'es dans un certain confort. Ils ont trouvé les ressources physiques et sportives pour aller s'imposer, je l'ai dit, à Taverny. Et puis ils ont cette idée de la cagnotte, la fameuse cagnotte. Je pense quand même que ça va peut-être aussi, je veux pas dire mettre dans l'embarras la mairie, mais la mairie va se dire bon, on a une équipe européenne. Quand tu vois l'état de Reims en foot qui est barragiste, pas loin d'être barragiste, et que c'est le seul sport, le polo, qui est en élite dans la ville et qui en plus va être européen. Donc on parle pas de 500 000 €. Pour avoir discuté avec Nicolas Missy, ils ont lancé la cagnotte il y a 48 heures. Pour l'instant, ils ont récupéré 4 000, ce qui est déjà pas mal. Et je pense pas qu'ils récupéreront 150 000, mais au moins, si tu arrives à récupérer X et que la mairie met le Y qui manque, ça nous permettra d'avoir une équipe qui a sa place en élite, hein, qui l'a prouvé dans le bassin. On n'est pas en train d'essayer de sauver le dernier qui a 0 point, on est en train d'essayer de sauver un club européen. Je veux souligner quand même un geste dont on parle pas souvent et de solidarité. Frédéric Audon, le directeur général du Cercle des nageurs de Marseille, s'est engagé à verser une enveloppe pour le maintien du club de Reims en première div. Donc quand même, un club qui vient à la rescousse d'un autre club, dans notre sport qui est toujours un peu tiraillé entre ces gardes au clocher. Je trouve que c'est à souligner. C'est pas le sujet, le montant de l'enveloppe.
Mais en tout cas, le cercle fait ce geste-là d'aider Reims, et je pense que c'est un très beau geste, dénué d'intérêt, hein, parce que Marseille n'a pas forcément un intérêt quelconque à ce que. Mais en tout cas, le fait. Et souhaitons aux Rémois de se maintenir et de participer l'année prochaine au championnat. Je veux juste dire quelque chose quand même, parce que je sais bien qu'on est un petit peu les poils à gratter du polo, et que quand il y a quelque chose qui nous plaît pas, on est là pour le dire. Mais là, il y a quelque chose qui me plaît pas du tout, et je trouve ça complètement stupide et inapproprié. Donc le championnat, il y a 8 équipes, donc ça fait 14 matchs. À l'issue des 14 matchs, les 4 premiers jouent des playoffs, donc jusque-là, tout va bien. Le premier contre le quatrième, le deuxième contre le troisième. Et là, j'apprends que Reims, qui a fini donc 5e et donc est européen, va devoir faire un match d'appui contre 7, qui est 6e, pour déterminer à nouveau la 5e et la 6e place. À quoi sert le championnat? Si à la fin du championnat, si à la fin des 14 journées, t'es obligé de redistribuer les cartes et d'inventer un match entre le 5e et le 6e pour savoir qui va être 5e et 6e, mais c'est... Donc t'as les playoffs du haut, t'as les playoffs du milieu, et pourquoi pas les playoffs du bas. Alors ça tombe bien parce que la 5e et la 6e place visiblement sont européennes, mais imagine une seule seconde. Reims est européen. Ok. La mairie te dit, vous êtes européen, c'est super, on vous sauve et tout ça. Et tout d'un coup, par le biais d'un match aller-retour contre 7, tu perds ta 5e place et t'es plus européen. Mais non, mais sérieusement, Christophe, est-ce que t'imagines, si tu suis le foot là actuellement, donc Lyon et Strasbourg, on va prendre ces deux-là, sont à la lutte pour une place en Champions League. Lyon finit devant Strasbourg, et puis tout d'un coup, tu dis, en fait, vous allez quand même faire un petit match d'appui tous les deux, et puis Strasbourg passe devant. Et donc, t'es plus européen. Et dans quel sport tu vois ça? Ça, c'est la première chose. Et dans le polo, dans quel autre pays tu vois ça? Nulle part. Et en plus, la fédération sait que les clubs sont exsangues au niveau financier, et on va te rajouter un déplacement, parce que c'est pas un 7 Montpellier où tu fais l'aller-retour en voiture, ou un Aix-Marseille. Là, tu fais voyager une équipe qui a déjà plus d'argent, de Reims, qui a gagné sa place dans le bassin, pour descendre à 7. Mais ça, c'est un billet alors je sais pas s'ils vont dormir à l'hôtel, mais c'est un billet de 4 ou 5 000 euros. Mais c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Il y a des décisions qui sont prises. Moi, je sais pas. C'est pas qu'on tape pour taper. C'est que quand il y a une incohérence, il faut quand même le souligner. Et il y a que chez nous que tu vois ça. Regarde les championnats en Italie, en Espagne, en Grèce, mais il y a pas ça. Il y a pas ça. Donc il y a des matchs pour du beurre, mais qui coûte cher le beurre au bout d'un moment. Puis dans la situation, tu l'as bien dit, hein, la situation financière des clubs, pourquoi pas ne pas supprimer ce match, parce que voilà, c'est toujours peut-être une bouffée d'air, et peut-être que la fédération, grâce à pourquoi pas une suggestion, annuler ce match, permettrait d'avoir 5 000 en plus dans la cagnotte de Reims, puisqu'ils ne les dépenseront pas. Donc voilà, peut-être que les 4 000 qu'ils ont récupérés via le crowdfunding, ils sont déjà bouffés dans un déplacement à 7 qui sert à rien. Je dis pas que la Fédé doit faire le moins de matchs possible parce que il y a des clubs qui n'ont pas d'argent, c'est pas ça. Moi, je suis pour la multiplication des matchs d'un certain niveau pour que le polo se développe. Mais je suis pas pour la multiplication des matchs qui ne servent à rien. Ce match-là ne sert à rien. oui, Voilà. surtout que là, effectivement, avec la possibilité d'avoir les 2 places qualificatives pour des coupes d'Europe, voilà. Après, c'est peut-être le niveau de la Coupe d'Europe qui pourrait être en jeu, mais bon, je pense que ce qui est important, c'est de dire déjà que ces équipes-là sont européennes et qu'elles aient la possibilité de pouvoir s'engager pour pouvoir le faire. Et juste, pour revenir quand même sur l'intérêt, si Marseille effectivement accompagne Reims, son intérêt, c'est d'avoir un championnat qui tient un peu la route, quoi. Parce que si on a encore un club qui s'effondre, c'est combien de clubs pourront participer à ce championnat l'année prochaine? Oui, si tu as un championnat à 5, ça évidemment et puis si on étend jusqu'à l'absurde le truc, si tu as un championnat à 1, c'est plus un championnat. Mais quand même, on verra s'il y a d'autres clubs qui font la même chose. Même si Marseille a un intérêt peut-être sportif à ce que le championnat soit garni d'équipes, ça les prive pas quand même de faire ce geste-là, et je trouve que c'était à saluer quand même. Il nous reste un match dans cette dernière journée, donc on l'a un peu déjà tout dévoilé, hein, puisqu'il y avait pas, il y avait un enjeu si Strasbourg s'imposait contre Nice et dans le même temps Aix perdait à 7. Strasbourg passait deuxième, donc ils ont fait le job, ils se sont imposés facilement 11-5.
avec un match qui s'est joué sur 2 périodes, hein, grosso modo, puisqu'il y avait 6-1 à la mi-temps et que derrière, même si on sait que c'est pas rédhibitoire, mais connaissant le niveau de ces dernières prestations de Strasbourg, même s'ils perdent le troisième quart-temps, ils ont contrôlé le match, ils savaient qu'ils devaient gagner, ils restent dans leur dynamique. Donc on aura une demi-finale Strasbourg-Aix pour commencer dès ce week-end, le 26 avril, à 20h30 s'il me semble, ou peut-être à 20h, à confirmer. Ouais, si on se rappelle quand même du match aller entre Nice et Strasbourg, Strasbourg avait eu beaucoup de mal à se dépêtrer du piège niçois à Jean-Bouin. Ils étaient repartis avec une petite victoire d'un but. Là, le match retour, écoute, la performance défensive des Niçois est pas vilaine, hein, ils prennent que 11 buts, donc c'est pas mal. Avec pas mal de 1 contre 0, Cosmer s'est fait fusiller d'entrée de jeu avec des 1 contre 0, des 2 contre 1. Mais la performance offensive est malheureusement un peu trop pauvre, hein, puisqu'ils mettent que 5 buts. On sent que c'est l'écart de valeur qu'il y a entre les deux équipes, les différences d'effectifs qu'il y a. Comme tu l'as dit, Strasbourg devait continuer sur sa lancée, puis Nice, je pense, n'espérait pas grand chose de ce match-là et avait un œil plutôt sur Taverny. Nice finit pas dernier, ils ont longtemps passé le championnat à la dernière place parce que malgré des prestations qui étaient pas vilaines, ils arrivaient pas à décrocher des points. Ils étaient pas largués dans les matchs, mais il leur manquait ce petit brin de réussite parfois. Et puis écoute, les 7 points qu'ils ont pris à la maison là contre Montpellier, Reims et 7 leur ont permis de passer de Taverny et puis de garder ce petit avantage. Donc ils finissent avant-dernier et malgré tout, tu finis pas un championnat dernier, c'est quand même important. T'es pas le dernier de la classe, c'est quand même important. Ça fait toujours du bien pour la tête de dire qu'ils se sont battus quand même jusqu'au bout et que les dernières prestations, bon à part la dernière, qui a permis de repasser devant Taverny. 2 petites choses quand même dans ce match. Bon, un peu pour la petite anecdote, les deux premiers buts, donc Nice qui avait ouvert le score par l'intermédiaire de Carpentras qui porte le numéro 14, a été égalisé par Mathis Mas aussi qui porte le numéro 14. Voilà, petite anecdote dans ce match. Et aussi, je compléterai pour dire que Hugo Fontani, donc le gardien et capitaine de Strasbourg et gardien de l'équipe de France, a participé à un podcast qui s'appelle La Voix des Gardiens. On mettra aussi le lien en description. Donc si vous voulez écouter une bonne interview de waterpolo, venez écouter l'interview de Hugo Fontani. Point de classement, même si on a un peu tout dit, mais du coup, Frédéric, tu peux nous annoncer l'ordre ? Donc oui, en effet, Christophe Premier, donc le Cerny Nageur de Marseille avec 40 points, qui ne fait pas le carton plein de 42 points puisque cette défaite au penalty à Strasbourg. Aix suit deuxième avec 32 points. À noter donc un goal average à plus 13 seulement. C'est rare pour un deuxième sur un championnat à 14 journées. Tu finis à plus 13 en étant deuxième. C'est-à-dire que la marge est assez fine. Strasbourg est troisième avec 30 points. Ensuite, il y a un décroché quand même. Montpellier, qu'il faut saluer quand même la performance des Montpelliérains, qui finit quatrième. Montpellier était resté les saisons précédentes un petit peu dans le ventre mou, avait fini 6e, 7e, des fois 8e, je crois. Et puis là, réintègre un petit peu les playoffs. Ça faisait un petit moment qu'ils y étaient pas, donc 17 points. Reims qui est juste derrière, qui a 16 points, qui est à 1 point seulement de Montpellier. 7, 15, 6e. Nice marque 10 points cette saison, donc c'était à souligner aussi. Et Taverny ferme la marche avec 8 points. Voilà le classement de cette année de phase régulière 2024-2025. Voilà, donc ce qui nous donne donc des demi-finales Marseille-Montpellier, donc premier match à Montpellier le 26 avril à 20h30 et match retour le 3 mai et match d'appui éventuel le 4 mai. Et même chose côté donc de l'autre demi-finale où Strasbourg accueillera le Pays d'Aix natation et donc match retour à Aix et éventuellement match d'appui et potentiellement ce match 5-6 qu'on a évoqué tout à l'heure. Chose importante quand même, tu vois, Marseille va aller le 23 avril à Split, donc tu vas à Split le 23, en espérant évidemment donc un résultat positif. Tu vas voyager le 24 pour revenir, donc tu fais un Split Marseille dans la journée du 24. Et puis dès le 26, tu vas faire ta demi-finale à l'extérieur à Montpellier. Donc tu vas laisser de la gomme mentale, physique à Split en espérant encore une fois un bon résultat, parce que si tu vas un peu te
te prendre les pieds dans le tapis à Split, t'as la tête un petit peu dans la carafe et tu vas jouer à Montpellier, qui est toujours un match piège, Montpellier-Antigone. Donc là, Marseille rentre dans une phase décisive de sa saison. Écoute, on leur souhaite le meilleur à Split, mais cet enchaînement, ça doit être malgré tout dangereux. Point classement des buteurs. Taiyo Watanabe finit premier donc du Pays d'Aix natation avec 49 buts dont 29 pénaltys. Deuxième, Denis Docarmo de 7 natation, 46 buts avec 16 pénaltys. Troisième, Samuel Balache de Olympique Nice Natation, 42 buts, 14 pénaltys. Alexandre Bouet, 41 buts, 9 pénaltys. Cinquième, Nicolas Paul Garcia, 39 buts, dont 2 pénaltys uniquement. Sixième, Vlado Popadic de Team Strasbourg, 36 buts, dont 10 pénaltys. Septième, Ilya Moustour, Montpellier Waterpolo, 34 buts, dont 11 pénaltys. Huitième, Loris Canovas, Team Strasbourg, 30 buts, 9 pénaltys. Neuvième, Alcibiades Laurentos Taverny, 30 buts, 7 pénaltys. Et dixième, Oreste Dura Taverny, 29 buts uniquement. On bascule côté National 1, donc on va revenir sur 2 journées puisqu'on n'avait pas donné de résultats sur la journée 19. Pour commencer, je te propose un petit peu de dérouler un peu ces matchs-là. Donc on avait un Racing Saint-Jean sur la journée du 5 avril. Racing qui s'impose 16-10. Moulins qui recevait Arnes. Arnes s'impose à l'extérieur 17-12. Douai-Givors qui s'impose facilement, hein. Douai qui continue vraiment son cavalier seul, on le dit régulièrement, donc 22-7. Choisy-le-Roi qui avait perdu contre Bordeaux à Choisy-le-Roi. Bordeaux qui s'impose quand même difficilement, enfin 18-14. Et Thionville qui accueillait Mulhouse. Et Mulhouse qui s'impose à l'extérieur 25-16. Et dernier match, puisque je crois que tu as été le voir, Frédéric, Monaco qui s'impose 16-10 contre Livry-Gargan. Ouais, écoute, c'était le match de la journée, hein, puisque vraisemblablement on pouvait penser que le vainqueur de ce match-là allait finir troisième du championnat, enfin surtout si Monaco gagnait, puisque Livry devait encore jouer Douai. Donc c'était le dernier match un peu difficile entre guillemets de Monaco à la maison. Et puis bah écoute, les arbitres, donc c'était Julien Bourgès et je sais plus le nom de l'autre arbitre, je suis désolé, ont eu un boulot très très difficile sur ce match-là, rendu difficile. On a tous fait des matchs un peu pourris, un peu galères, mais j'ai trouvé le comportement de Livry-Gargan déplorable, lamentable. Je crois que c'est la première fois que je vois un match où il y a 4 cartons rouges, avec des cartons rouges, pas des cartons rouges sur des insultes auprès de l'arbitre, des coups, des joueurs qui, une fois qu'ils sont sortis du bassin, restent quand même pas loin de l'aire de jeu, et puis vont invectiver à nouveau l'arbitre, obligé d'appeler la sécurité de la piscine Louis II pour sortir les gens de la piscine. En plus, honnêtement, Livry, j'ai trouvé à des moyens poloistiques véritables. Ils ont des joueurs qui savent jouer au polo, et j'ai trouvé ça un peu inutile. Tu joues contre une équipe de gamins. Monaco, je veux pas les défendre outre mesure, mais c'est pas une équipe truqueuse. C'est une équipe de jeunes gamins qui ont 17-18 ans, et c'est pas des vicieux. Et j'ai trouvé que le match leur a un petit peu échappé à Livry, puisqu'il y a 5-1 assez rapidement. Ils ont réussi à revenir un peu dans le match, mais ils se sont tirés une balle dans le pied, ils se sont sabotés quand à chaque fois qu'il y a une décision un petit peu contraire, t'as toute l'équipe qui proteste et puis qui insulte ou qui dit des choses. Enfin, j'ai pas trouvé ça bon pour le polo. Et puis je pense que Livry a d'autres choses à montrer que ce qu'ils ont montré. On verra les conséquences, puisqu'on parlera de la journée d'après, les conséquences, puisque je pense que Julien Bourgès, malgré le fait que plusieurs joueurs de Livry soient allés le voir à la fin du match, je pense pour essayer non pas de s'excuser, mais pour essayer de minorer un peu le rapport que l'arbitre allait faire. C'est un petit peu dommage de gâcher la fête et de pas finir la saison correctement.
journée suivante, donc qui avait lieu ce week-end, avec le match donc Livry-Givors, puisque les conséquences de ce match contre Monaco, c'est Livry qui perd à domicile 13-15 contre Givors et privé d'un certain nombre de joueurs puisqu'ils n'ont joué qu'à 10. Et ouais, c'est les conséquences de ce que je viens de te dire. Un carton rouge, c'est un match automatique. S'il y a un rapport, il y a plus de matchs que ça. Quand je te dis qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, ils se sont tirés une balle dans le pied à Monaco et pour la suite, parce qu'il n'était pas du tout prévu dans les plans que Givors ait quand même gagné à Livry-Gargan. Mulhouse est à 3 points derrière avec un match en moins. La 4e place n'est pas encore sécure pour Livry, surtout s'ils ont encore des absents pour le match d'après. Voilà, des fois, une saison, elle bascule un peu pas poloistiquement parlant, mais à cause d'une attitude qui est pas forcément adaptée à la performance. Donc défaite surprise quand même de Livry à la maison. Dans les autres matchs de cette journée, on avait le Racing qui recevait Moulins, petit match, petit score, 8-6, Racing qui s'impose difficilement. On sait que Racing est plutôt englué vers le bas du classement, mais bon, Moulins est encore plus bas, mais petit match, 8-6, et à noter quand même une deuxième période sans but. C'est assez rare, 0-0 dans cette période. Autre match, Saint-Jean qui recevait Choisy-le-Roi. Donc on sait que Saint-Jean avait pas mal enchaîné de défaites. Mais là, ils ont réussi à s'imposer à domicile 14-10. Mulhouse qui recevait Douai. Mulhouse, on connaissait les ambitions. Là, elles sont encore à nouveau compromises puisqu'ils perdent à domicile 11-18. Bordeaux recevait Thionville, match sans encombre, 28-11. Et le match Monaco-Arnes, qui s'était déroulé puisqu'il avait été inversé. Monaco s'était imposé d'un tout petit but à Arnes, il me semble, à 2 secondes de la fin, un truc comme ça. Dans ce bassin un peu piégeux, Monaco, c'est une équipe de grand bassin. Donc quand tu passes du grand bac comme ça au 25-12-50, tu peux pas mettre ton jeu de contre-attaque en place, de façon réduite. Donc Monaco avait galéré. Au classement de cette Nationale 1, Douai premier avec 57 points, 19 matchs joués pour l'instant et 19 victoires. Bordeaux, deuxième avec 55 points, mais un match d'avance puisqu'ils ont 20 points, donc 18 victoires, 2 défaites. Troisième, Monaco qui confirme donc cette troisième place avec 46 points. Quatrième, Livry-Gargan avec un match en retard, 39 points. Cinquième, Mulhouse, 36 points avec 2 matchs en retard. Donc, suivant les résultats de ces matchs en retard qui pourraient peut-être quand même passer devant Livry-Gargan. Arnes, 6e avec 36 points. Racing, 7e, 20 points, donc il y a un décroché et 2 matchs en retard. Choisy-le-Roi qui suit avec 19 points. 9e, Sauveteur de Givors, 17 points. 10e, Saint-Jean d'Angély. 11e, Moulins avec 10 points. Et Thionville qui finira dernier avec 2 points puisqu'il ne reste que 2 journées dans ce championnat national 1. Ouais, écoute, Douai était favori avant ce championnat. Ils l'ont démontré dans l'eau. Ils finissent invaincus et bien invaincus largement. Bordeaux qui suit, Bordeaux qui avait connu l'élite comme Douai il y a pas si longtemps que ça. On espère les voir également, voir ces 2 équipes-là en élite l'année prochaine. Si Reims s'était maintenu, arrive à se maintenir, ça ferait un championnat à 10 qui serait quand même quelque chose de plus présentable. Si Douai et Bordeaux viennent à monter, Monaco, s'ils conservent leur effectif l'année prochaine, ils seront logiquement favoris de ce championnat. Et puis écoute, après, espérons que les clubs travaillent bien, de Livry à Mulhouse en passant par Givors, enfin tous quoi, le Racing, Saint-Jean, Arnes, et puis qu'on ait un championnat. Le championnat N1 cette année était pas mal, je trouve, avec 12 équipes. On passe à l'élite féminine. Pas de match ce week-end, mais une journée qui avait lieu le 5 avril. Et là, ça va être quand même assez rapide, je pense, pour décrire cette journée, parce que on avait donc duel un peu des extrêmes, Lille-Toulon, 27-3, avec quand même un 12-1 dans la troisième période.
INSEP Choisy-le-Roi, donc 27-5. Donc, quand on lit un peu le score par période, on pourrait presque avoir un score de tennis, à quelque chose près. 7-3, 7-2, 7-0, 6-0. Saint-Jean d'Angély qui recevait Nancy 6-24. Nancy qui s'impose facilement à l'extérieur. Et la petite surprise quand même, donc Bordeaux qui recevait Nice et Nice qui s'impose plutôt facilement 20-12 après une première période avec 8-3. Ouais, Christophe, des scores assez amples sur les 3 matchs, les 3 premiers matchs que tu as dit. La bonne opération, c'est la victoire de Nice à Bordeaux. Puis le reste, c'est je veux dire des ampleurs de différence au score qui sont assez énormes. Mais bon, voilà, écoute, rien de neuf. Ce championnat-là, il est assez déséquilibré entre les équipes du haut et les équipes du bas. Dernière journée de ce championnat élite aussi qui comporte 8 équipes, donc il y aura lieu ce week-end. Donc on aura la semaine prochaine un épisode extrêmement dense entre les Coupes d'Europe avec Marseille, les demi-finales du championnat élite, la Nationale 1 et la dernière journée de l'élite féminine. Il va falloir rester bien accroché dans votre siège pour suivre tous ces résultats. Il y aura un enjeu qui sera relativement faible. Le seul match qui pourrait avoir être un petit peu accroché, c'est Nice qui recevra l'INSEP pour déterminer donc le classement final, sachant que Lille a déjà fait ses 14 matchs et finit donc invaincu avec 42 points, carton plein. Deuxième, Nancy qui s'était bien replacé avec 28 points. Troisième, Bordeaux, 26 points. Quatrième, Nice, 24 points. Et donc, en fonction de ces résultats, si les 3 premiers gagnent, le classement restera inchangé. En fonction de la victoire de Nice, Bordeaux, notamment, peut-être une inversion de place pour éviter le club de Lille, l'ogre de ce championnat. En 5e, on a l'INSEP avec 21 points, Toulon 6e avec 12 points, donc il ne peut plus quitter cette 6e place. 7e, Saint-Jean d'Angély et Choisy-le-Roi, malheureusement, qui finit avec 14 matchs et aucune victoire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les championnats français, donc que ça soit élite masculin, N1 et élite féminin. Et dans un prochain épisode, je pense qu'on fera peut-être un petit focus sur aussi la Nationale 2, qui peut être un championnat intéressant avec plusieurs poules, et aussi évoquer cette antichambre. On parlait d'antichambre tout à l'heure de la N1 pour l'élite, mais aussi de voir les clubs qui pourraient rejoindre la Nationale 1 l'année prochaine et faire un championnat, on espère, aussi intéressant que cette année. On se donne rendez-vous donc mardi prochain, et en espérant que Marseille aura sa qualification pour la Coupe d'Europe. Restez sur vos réseaux pour suivre tous les résultats. À bientôt. Merci, au revoir. Free audio post-production by alphonic.com. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager, et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.